Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment avec qui je suis. Elle est multiple. Elle est plein de monde à la fois. Et que j'ai vraiment envie de dire de monde. Et elle va l'expliquer elle-même. Ça, une vidéo causerie portrait. Donc ça, c'est l'intro. Alors, je viens juste de te demander, mais comment tu t'appelles, comme dirait Anne Sylvestre, ou comment je m'appelle, comment tu t'appelles. Et en fait, c'est super compliqué. On va peut-être donner ton prénom pour commencer. Oui, alors je m'appelle Marie-Anaïs, ça c'est mon identité civile. Et t'es Electre, Ouais, et surtout Pasifae. surtout Pasifae, ouais. Et ça... C'est l'identité numérique. Et t'es Miette. Ah oui, sur YouTube. Ah. Je l'avais oublié celui-là. Tu vois Et sur ton blog. Oui, mais parce qu'en fait c'est le titre de mes textes au départ, et du coup c'est devenu un pseudo. Pour Loana. Pour Loana. Son autobiographie s'appelle Miette. Excuse-moi. Non, mais pas tout ça avec les 20 ans du loft. Je me suis retrouvée devant des émissions qui, pour le coup, sont pas numériques, mais sont télé. Et je suis vraiment désolée. Donc, c'était pas pour Loana. Est-ce que tu préfères que je coupe ça ou... Non, non. Ah, mais mes références partent dans tous les sens. Je manque cruellement de pop culture, du coup, je manque souvent plein de blagues. Mais ça, tu sais, en fait, c'est pas vraiment de la pop culture, c'est de la culture industrielle qui formate la culture populaire, mais c'est pas une culture qui vient d'en bas, quoi. Finalement. Enfin, Loana aussi est au départ une fille populaire, mais... Quand elle devient même sur Internet, ça devient de la pop culture. Oui, ça, oui. Après, mais je n'ai jamais lu son autobiographie, qui est certainement très intéressante. On l'a trop envie de grenier. T'as pas été tentée de... Non. Mais il y a un nouveau livre qui vient de sortir sur elle, qui a fait un peu de polémique chez les féministes, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Mais toi, tu fais... en fait, on va dire en langage actuel, parce que c'est quand même de toi qu'il s'agit, quoi. Tu es... on appelle ça productrice de contenu aujourd'hui. Ouais. Voilà. J'ai plutôt envie de dire que tu es créatrice. Tu es écran veine. Ouais. Et je sais pas finalement par quoi il faut commencer, peut-être un truc chronologiquement, parce que quand est-ce que tu as commencé à avoir Internet quand est-ce que tu as commencé à écrire? Est-ce que ça arrive ensemble On remonte vraiment aux origines, du coup? Ah ben, aux origines dont tu as envie de parler, évidemment, quoi. Oui, non, après j'ai commencé à écrire quand j'étais petite, mais Internet c'est plutôt quand j'avais une dizaine d'années. Et mon premier ordinateur quand j'avais 12 ans. Ah, c'est tôt. Ouais, qui était un vieux Mac rose, et j'écrivais des romans dessus, mais il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Ouais, mais ça met du temps à arriver. Et je me souviens d'avoir eu aussi un vieux Mac gris, donc il est plus vieux, parce que je suis plus vieille. Et avec des textes, mais sans Internet. Enfin, il y a eu Internet sur l'ordinateur familial, mais mon ordinateur était coupé. Coupé du web. Non, mais l'écriture sur Internet, ça commence plutôt quand j'ai une quinzaine d'années sur Skyblog, en fait. Ouais, mais comme plein de gens, et plein de jeunes femmes, d'ailleurs. Oui. Bah, d'ailleurs, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup rencontré à ce moment-là d'hommes ou de garçons qui écrivaient sur Skyrock. Il n'y en avait pas tellement. Ouais. Mais ça, c'est... Et ça t'a amené à une écriture qui finalement commence à être partagée, à être adressée peut-être à des amis, à de nouveaux amis, en te faisant faire des rencontres. Alors on va être d'accord qu'il n'y a pas une vraie distinction entre IRL et le numérique, et URL, j'ai envie de dire. Mais qu'on fait des rencontres extraordinaires en ligne, que YouTube est un réseau social, c'est comme ça que t'es là en fait, par YouTube et par Twitter, et que quand je dis une rencontre, c'est pas forcément que tu as été dans la même pièce que les gens, quoi. Bien sûr, ça n'a pas été tout de suite, parce que sur Skyrock, j'avais du mal à comprendre les codes de communication de la communauté des écrivaines de fiction, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque. Donc j'étais un petit peu dans mon coin, j'ai essayé d'interagir avec d'autres écrivaines. C'est comme ça que je me sens encore sur Twitter. Hein. Ah oui? Je suis hyper mal sur Twitter. Pourtant, je suis abonnée à plein de comptes et tout, mais j'arrive pas à interagir. Et pourtant, t'interagis. Je te vois sur Twitter. Ouais, mais je réponds aux gens que je connais, ou je vais donner un petit renseignement, mais pas... D'accord. Ouais, mais bon, c'est... Mais c'est rigolo, comme d'un réseau social à l'autre, comme les codes diffèrent, on peut se sentir plus ou moins à l'aise. En tout cas, sur Skyrock, je ne comprenais rien. Ouais. J'arrivais pas à faire les bons dégradés de couleurs pour les titres, je pense. Alors ça, c'était quand même hyper important. Ah, je rappelle que c'est une époque avant le Smoky Eye, et donc c'était là que ça se passait. Exactement.
Exactement. Et non, mes vrais débuts sur Internet en tant que jeune écrivaine, c'était sur un forum d'écriture qui s'appelle toujours Jeunes Écrivains. Et c'est là que ça a commencé à s'inscrire dans une communauté, du coup à l'époque d'ados qui écrivaient. Et rapidement d'ados qui écrivaient de la poésie, c'est-à-dire qu'au départ je suis arrivée avec mes bribes de romans boiteuses, et c'est devenu des poèmes. Ouais, mais ça marche bien. De toute façon, tu sais, ce que tu n'arrives pas à finir ou la note pour le projet est une œuvre en soi, enfin, ou peut devenir une œuvre en soi. Mm. Et alors, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que là, les forums, je suis passée à côté, j'arrivais pas à m'y retrouver, j'avais pas accès à Internet à la grande époque des forums. Mm. Donc, quand j'avais 1 heure par semaine, c'est super compliqué de se faire un forum. Oui, ça demande énormément de temps. S'intégrer dans une communauté sur un forum, c'est une fréquentation quasi quotidienne, je pense beaucoup plus que sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Parce que ça passe aussi beaucoup par du direct. C'est-à-dire il y a la chatbox qui est le lieu de socialisation par excellence. Donc le salon, exactement. si on parle en ancien régime. Exactement. Mm. Et après des espaces plus personnels avec les textes que les gens vont voir. Sur ce forum-là, en fait, il y a des topics qui sont collectifs, des conversations, des débats, des échanges autour de lecture, et puis ensuite chacun a ses petits espaces, effectivement, ses topics de texte, et avec un topic de commentaires qui est hyper relié, qui permet les échanges ensuite avec le lectorat. Et ça, c'est avant Facebook, avant Twitter où ça commence, ça doit être une époque où ça commence à apparaître, mais où les choses se chevauchent encore, parce que les forums existent toujours. Mais ils sont beaucoup moins fréquentés. Oui. Non, alors moi je suis arrivée sur les forums en 2010, donc c'était vraiment le moment où les réseaux sociaux commençaient à monter en importance. Mais je pense qu'il y avait une coexistence à l'époque et que finalement les réseaux sociaux ont vraiment centralisé beaucoup de choses. Ça peut paraître dommage à plein d'égards, mais ça s'est passé en tout cas. Ça s'est passé, oui. Et là, donc là, tu commences à produire et tu commences, ce qui est quand même un truc, je pense qu'on dit pas assez, tu commences à faire lire. Oui. Et à lire d'autres et à être dans un échange et dans des textes. On en parlait tout à l'heure pour d'autres choses, mais avoir des textes adressés. Enfin, c'est à ce moment-là aussi que tu crées ton blog ou ça. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça change pour toi ce rapport à l'écriture? Est-ce que tu te sens. Alors, ça s'appelle jeune écrivain, donc c'est à la fois une revendication peut-être doctorialité, et en même temps jeune, donc on n'y est pas complètement, avec d'autres gens. Enfin, je crois que c'est un forum qui est fermé en plus, non? Oui, il faut s'inscrire pour voir la plupart des parties, effectivement. J'ai très rapidement créé mon blog, mais au départ, et même encore un peu aujourd'hui, c'était surtout une sauvegarde de mes textes. D'ailleurs, je l'ai pas beaucoup. Enfin, il y a tous mes textes dessus, mais il est pas très beau, il est pas très navigable, quoi. C'était pas l'idée. Et oui, sur le forum, c'était du coup, au départ, je pense que l'idée, c'était de se créer un premier lectorat, et on était dans une ambiance d'atelier d'écriture. C'est-à-dire qu'on éprouvait l'écriture. Sans qu'il y ait un chef d'atelier, quoi. Non. Sans contremaître, si on parle exactement. À la rigueur, il y avait peut-être les membres plus âgés qui étaient peut-être qui faisaient figure d'autorité. Je suppose qu'il y a toujours des rapports de groupe de toute façon qui se mettent en place avec des leaderships. Exactement. Et à l'époque, c'était vraiment comme ça, ce truc d'atelier d'écriture, parce que personne n'était encore édité. C'était que des petits jeunes, en fait. Et en fait, j'ai trouvé ça génial d'apprendre à écrire dans une communauté, parce que j'ai tout de suite eu la chance d'avoir des lecteurs, d'avoir des retours, d'avoir des critiques, et de voir ce qui clochait. Parce ce qui n'est pas toujours agréable, mais ce qui apprend beaucoup. Vraiment, quand je suis arrivée sur le forum, il y avait des gens qui étaient très cash dans leur manière de commenter. Et moi, ça fonctionnait avec moi. Alors pour d'autres, c'était beaucoup plus dur, mais... Ça, c'est les rapports de groupe. Et ça tu participes toujours à ce forum? Oui. Donc ça fait 11 ans? Oui. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut quand même qu'on rappelle qu'il y a une vitalité sur Internet dans plein d'espaces dont parfois on n'a même pas idée de ce qui se produit. C'est pas une expérience que j'ai eue directement, mais c'était celle de Jérémy avec le site et le forum David Lynch,
qui a généré une communauté qui est encore très soudée. Oui, exactement. J'ai plusieurs amis en fait qui ont des groupes d'amis, des communautés qui viennent de forums thématiques. Enfin, le forum d'Amiens CS par exemple pour mon copain, je crois qu'il avait une grosse communauté là-bas. Ça, tu vois, je n'avais pas cru. Je sais, j'avais entendu des choses comme ça autour de Final Fantasy. J'ai des amis qui sont rencontrés comme ça. Ouais, il y a beaucoup de communautés de gamers aussi qui se créent comme ça. Les rôlistes aussi, tous les forums de RPG, tout ça. Donc finalement, avec des choses qui sont un peu marginales, que tu vas pas forcément faire comme tu vas t'inscrire à un club de poterie, de pilates ou de Krav Maga, hop, qui se déporte en ligne et qui permet de créer des espaces qui n'existaient que pas facilement. Souvent, ils existaient quand même parce qu'on sait que les fanzines, il y avait vraiment des réseaux. C'est moins facile le fanzine avant Internet. Ouais, même si on a perdu des choses aussi avec le passage en ligne. Et puis je pense aussi qu'il y a quelque chose de générationnel, c'est-à-dire que les forums, tu as 13, 14, 15 ans, tu peux avoir accès à une communauté avec des gens plus âgés. Les réseaux type fanzine, j'imagine qu'il fallait être peut-être un peu plus âgé déjà. Enfin, alors ouais, pour les abonnements, parce qu'il y a des questions de coût quand même, d'envois postaux, de trucs comme ça, de photocopies, mais pas forcément. Pas forcément, parce que quand elle achète ton fanzine chez le disquaire, c'est... Mais je connais pas très bien le monde du fanzine non plus. C'est un parallèle. C'est pas d'expertise comme ça que d'un seul coup, en fait, je vous ai jamais dit, mais le fanzine. non, là, il n'y a pas. Oui, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que très jeune, on pouvait rencontrer beaucoup de gens. Et puis avec une impression de sécurité, peut-être par rapport au milieu familial, etc., au moins tu traînes pas dans la rue, quoi. Oui. Voilà. Même s'il y a cette peur de avec qui mon fils, ma fille va discuter, c'est qui ces inconnus, bon, quand on voit que les forums s'appellent Jeunes Écrivains, ça va mieux, quoi. Après, dans les toutes premières années, il y avait les premières IRL et il fallait obtenir l'autorisation des parents pour s'y rendre, tant qu'on était encore mineur. Et ça, c'était facile. Et je pensais pas du tout qu'on irait vers là, mais c'est hyper intéressant. Quoi. Non, mais là, c'était une petite déviation, mais moi, ça allait parce que finalement, je suis arrivée quand même assez tard sur les forums, mais je connais des gens qui, à 13 ou 14 ans, devaient... négocier. Ouais. Ouais, en même temps, je comprends, on pourra y rencontrer des majeurs, même dans un parc, ça... C'est pas évident. Et donc là, ça veut dire, donc tu crées ton forum, ton blog, tu écris, tu passes vraiment de la narration à la poésie, et ça sous influence de la communauté, en fait. Enfin, quand je dis sous influence, c'est pas de l'emprise, mais... oui, bien sûr. Dans un mouvement un peu collectif, donc déjà, tu vois une transformation assez profonde, quoi, de ton écriture, ton rapport à l'écriture avec ça. Oui. Quand je suis arrivée sur le web, en fait, je lisais pas de poésie du tout. Et c'est par le biais de la communauté, tout simplement, je pense que j'ai lié amitié avec des gens qui étaient plutôt poètes, qui lisaient beaucoup de poésie, qui partageaient beaucoup de poésie aussi. Beaucoup Aragon à l'époque, c'était vraiment une espèce de figure tutélaire. Non, mais il reste là. Et puis bon, en plus, il a été mis en chanson, etc. Donc ça aide beaucoup. C'était une bonne entrée dans la poésie, parce que c'était peut-être plus facile que d'autres écritures. Je pense que tomber sur Bonnefoy à 13 ans, je sais, alors c'est pour Thomas que je dis ça, mais je pense que Thomas, il devait pas être loin de ses 13 ans quand il a commencé à lire du Bonnefoy, mais je sais que ça marche pas sur tout le monde, quoi. Non, mais voilà, c'est pas... j'ai pas 13 ans, et j'avoue que Bonnefoy, c'est toujours difficile, quoi. Et et en même temps, le forum, on en a une image qui peut être quand même un peu parcellaire, ou d'une octorialité qui va être diffuse, ou un truc pas sérieux, et ça, c'est ce que tu as trouvé comme expérience ? Pas du tout, en fait. Alors, si, le côté pas sérieux, il y a quelque chose. En fait, il y avait un rapport aux figures d'autorité, et notamment aux figures d'écrivains canoniques, qui était très décomplexé. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, ça c'est bon, Voilà. Ça n'avait rien à voir avec ce que je vivais au lycée, en fait. Tout d'un coup, on faisait des blagues en prenant... on créait des doubles comptes, Rimbaud, Aragon, Desnos. Enfin, c'était pas moi, mais d'autres personnes faisaient ça. Et donc, il y avait un rapport un peu, pour le coup, culture geek, grand poète.
Et Et de la subversion, en fait, c'était vraiment dada, quoi. complètement. Complètement. Il y avait un petit côté comme ça. Et c'est par ce biais-là, du coup, que j'ai découvert cette culture légitime, enfin, en tout cas poétique. Et, euh, et donc, je pense que ça a été assez facile pour moi dans la suite de me dire que j'étais poétesse, parce que de toute façon, c'était pas quelque chose de trop sérieux. Ça, c'est hyper intéressant. Et pour le coup, est-ce que... alors après, vous peut-être retourner sur de l'histoire, parce que... donc ça, tu y es toujours, tu continues tes études, tu as fait des études littéraires. Oui. Bon, voilà, on va dire canonique, académique. On ne pas... Enfin, je sais pas si tu rentres dans le détail de tes études, mais... voilà. Là, maintenant, tu es doctorante. Oui. Donc on est vraiment dans l'académie, et en même temps, tu avais un sujet académique. Oui. Et je sais pas si tu veux expliquer quel est ton sujet de thèse, parce que finalement, il y a eu une conversion, quoi, aussi. Oui, bah, mon sujet de thèse, en fait, je travaille... C'est un sujet, pardon, de poétique numérique, Ouais. et je travaille sur les forums d'écriture. Donc, plus particulièrement sur jeunes écrivains. Donc là, il y a une continuité vraiment. Et ça, c'est grâce à un de mes profs en Master 2, Michel Murat, ouais. qui m'avait permis pour un mini-mémoire de... En fait, on devait présenter soit une anthologie de poésie, soit un recueil de poésie contemporaine, sous l'angle de la versification. Et moi, je lui avais demandé, mais un peu comme une blague, est-ce que je peux faire ça sur un petit forum d'écriture ? Il m'avait dit, mais oui, c'est super intéressant. Et ça a débloqué quelque chose. Je me suis dit, on a le droit de travailler sur ces sujets-là. Et puis quand quelqu'un de reconnu comme Michel Murat te donne ce droit-là, bah oui, effectivement, il y a une barrière qui se lève, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux donner le contexte institutionnel de ta thèse, ou c'est pas la peine ? Oui, c'est une thèse à Lyon 3 au sein du laboratoire Marge, donc où il y a en fait tout un projet qui s'appelle l'IFRANUM sur la littérature numérique francophone. Donc je m'insère dans cette équipe-là. Et, un nouveau forum, en fait. Oui. Enfin, c'est vraiment un truc qui a été hyper marquant pour ma propre thèse, ça a été la collégialité et le caractère collectif de la recherche, alors qu'on n'arrête pas de te raconter que la thèse est solitaire. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de thèse solitaire. Il y a beaucoup de thèses solitaires et j'en ai vu de près. Mais c'est vrai que le financement dans un labo, quand on a un sujet qui colle avec le labo, permet d'entrer dans ce qu'est la recherche professionnelle, après le doctorat aussi. Alors, les suites après le doctorat, c'est compliqué, professionnellement, mais dans cette dimension voilà, collective de la recherche, qu'en littérature et sciences humaines, on n'a pas toujours, faute de financement. Effectivement, oui. Et pourtant, parce qu'on sait que la science est collective, parce qu'il y a le peer-to-peer, on est relu, il y a toutes les expertises des articles, etc. Mais penser ensemble, c'est plus compliqué. C'est même doublement collectif, parce qu'en fait, je l'ai fait donc, avec mon labo, mais je l'ai fait aussi, quelque part, un petit peu avec les membres du forum. Tiens donc. C'est une thèse portée par deux collectifs. Exactement. Il y aura du monde à ta soutenance. Oui. Parce que pour le coup, tu parles de tes travaux maintenant sur le forum. C'est toujours comme ça, comme tu disais, IRL, URL. Bon, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes du forum, certains sont devenus des amis. Et nécessairement, avant même que j'ai l'idée de faire une thèse, quelle drôle d'idée sur ce forum, on en parlait, on avait une réflexivité sur ce qu'on faisait là, et ça nous posait question parce que on essayait de comprendre c'est quoi une communauté littéraire quand il n'y a pas les corps des écrivains ensemble, par exemple. Oui, parce qu'on voit qui boivent des sirops, qu'il y a des rafraîchissements. Non, mais c'est dit ça chez les Goncourt, chez Savien, etc. Sûr. On a ces détails. Et en même temps, il y a quand même une décorporalisation de l'octorialité souvent. Toi, dans le fameux sacre de l'auteur, etc. On fait comme s'ils n'étaient pas complètement là. Les Goncourt permettent justement de ramener à ça. Mais ils n'ont pas beaucoup plu pour ça, les Goncourt. On leur en a beaucoup voulu. De raconter les dîners brébants. Oui, bah, ça c'est pour le 19e, mais même pour le 20e, on a le café littéraire. Enfin, on a quand même quelques imaginaires du groupe littéraire, et là c'était pareil, mais en même temps ça collait pas. Et je pense que ça nous a tous beaucoup posé question, donc il y avait déjà une réflexivité, et puis en fait le fait que j'entre en thèse là-dessus, que je commence à avoir un petit peu du matériau théorique pour penser ça, ça a un peu alimenté les discussions, mais j'en étais pas non plus le centre, c'est-à-dire que ce qui est super intéressant, c'est que j'ai des idées, mais j'ai des interlocuteurs qui en ont d'autres. Et donc c'est une thèse qui est beaucoup pensée collectivement, en discussion avec les écrivains, en fait, les écrivains du forum. Alors tu veux bien nous l'expliquer, ce mot ?
C'est un néologisme inventé par mon directeur de thèse Gilles Bonnet. Écran 20. Qu'on salue, hein, parce qu'on sait qu'il finit toujours par regarder et là on est sûr qu'il va regarder. Et donc c'est au tout début de son Pour une politique numérique, un ouvrage qui est paru en 2017 il me semble. Et en fait c'est pour parler des écrivains qui écrivent sur le web, non pas en prenant le web comme une plateforme d'exposition ou de médiation de leur activité littéraire, mais qui utilisent les outils du web en écrivant. Donc pas pour faire de la com, mais vraiment en créateur. Ouais, pour s'emparer de ce qui se passe. Et à ce niveau-là, par exemple, ça c'est un mot qui fonctionne sur le forum ? Bah non. Ça plaît pas ? C'est pas que ça plaît pas, c'est davantage que je pense que... C'est pas leur vocabulaire ? Non, il n'est pas utilisé comme ça. Mais tu vois, par exemple, il y a une circulation qui est hyper étrange et dont j'ai du mal à saisir réellement les méandres du terme littératube. Oui. Ouais. Ce qui est beaucoup plus approprié, pour le coup, j'ai l'impression, par la communauté littératube, alors qu'il est issu de la recherche, il me semble. Il est issu de la recherche, il vient de Gilles Bonnet, Gaël Théval et Erika Fulop, que l'on salue encore. Et François Bon, que l'on salue aussi, racontait dans sa vidéo d'aujourd'hui, et vraiment un grand merci François, que à un moment il avait repris le terme, mais que on lui avait dit non, mais ça c'est notre terme à nous, alors qu'en fait il est finalement récupéré. Et je vois dans les amis littératubeurs, puisque tous les littératubeurs sont mes amis, que je mets pas les, tu vois, par exemple les mots tags, enfin les mots-clés, ils sont pas apparents chez moi, mais pas mal les mettre justement littératube en visible. Effectivement, j'ai déjà vu ça même sur des petites chaînes en fait, que c'est un mot qui est beaucoup utilisé par une communauté de créateurs. Après, j'ai pas fait de recherche pour savoir s'il y avait des gens qu'en fait je ne connais pas ou que je n'ai pas repérés qui se le sont appropriés. Là, c'est vraiment intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment le groupe des gens qui vont manger. Alors, pas uniquement, parce qu'on n'a pas réussi à le faire avec François Bon pour le moment. Alors que d'une manière ou d'une autre, on voit toutes et tous François comme un pionnier au niveau de la vidéo. Et il a suscité bien des vocations, enfin en tout cas la mienne, ça c'est certain. Et en même temps, c'est vrai qu'au niveau du faire groupe, c'est compliqué parce que on s'est pas tellement trouvé dans les mêmes lieux en groupe, par exemple. Tu veux dire en coprésence physique ? Oui, parce qu'on s'est retrouvé par exemple à avoir des dîners parisiens. François, il est souvent à Paris, mais il n'est pas parisien, et puis voilà. Et c'était pas qu'on voulait pas manger avec lui, mais il y a eu des moments où au moment où le mot littérature a vraiment été lancé, il n'était pas là. D'accord. Et ça, c'est des choses, voilà, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Je trouve que je suis pas la seule, parce que y a François, mais que je suis vraiment une des figures du littératube critique, ce qui est très très différent, et je considère vraiment la littérature critique comme une littérature. Mais voilà, ça me rapproche vraiment du booktube, qui est aussi notre communauté. J'ai des copines booktubeuses, j'ai pas beaucoup de copains booktubeurs. Mais de toute façon, il y a beaucoup plus de filles sur le booktube aussi. Mais c'est... voilà, donc ouais, déjà j'ai une place qui est quand même à part. Et ouais, quand je me suis ramenée complètement à garde à l'Extra Festival à Beaubourg, c'était en 2017 je crois ça. Oui. J'ai été reconnue par Arnaud Delacote, j'avoue que je ne savais pas qui c'était, donc il m'a surprise. J'ai rencontré Gwen Deniol, j'ai rencontré Gracia Belgiani, enfin j'ai rencontré Gilles Bonnet, enfin tout le monde d'un coup. Et d'un seul coup, j'ai bu une bière à une grande tablée, dont tout le monde n'était pas littératubeur, mais il y avait Mylène Tournier, enfin, c'est vraiment ça que je veux dire dans le faire groupe. Et je me suis rendu compte en fait que pas mal de ces gens qui sont des amis, en fait, alors plus ou moins proches, tout ça, mais avec lesquels je me sens en affinité, mais en fait me considéraient comme faisant déjà partie de leur groupe alors que j'avais rien compris moi. Non mais je suis vraiment désolée, hein. Après j'ai récupéré mon retard quoi. Mais parce que le groupe existait en ligne en fait, vous vous entrecommentiez, et puis même pour des spectateurs externes, c'était visible, cette communauté-là. Mais tu vois, c'est ce truc où, comme dirait mon père, je suis arrivée avec mon air con et ma vue basse, ma gueule enfarinée, et puis en fait, non, mais, en plus, je veux dire, j'ai jamais tellement fait partie de groupe ou de crew, ou jamais très longtemps.
et ça me tombe dessus, et c'est super, quoi, et c'est une expérience géniale, tu vois. Mais je l'ai pas eu avec les forums, quoi. Je l'ai vraiment, je le découvre avec YouTube. Oui. Voilà. Et YouTube, ça mène encore autre chose. Oui. Et ça, tu le sais aussi. Tu vois, et là, mais c'est à toi. Parce que tu es aussi youtubeuse. Exactement, depuis 2 ans à peu près, je crois. Et d'ailleurs, bon, en fait, au tout départ, c'est un itinéraire un peu comme ça, en dents de scie. Au tout départ, j'ai créé une chaîne YouTube pour héberger des vidéos poèmes que je postais sur le forum. Je crois que je les mettais même en non référencé, enfin, c'était pas destiné à YouTube. Ouais. Ouais, YouTube, c'était le stockage, quoi. C'était du stockage, et c'est resté longtemps ça. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'activité sur Twitter, à parler de mes lectures, etc., bah, je me suis rendu compte que je pouvais créer d'interconnexions. Et donc... Et tu y as été? Non, mais ça se fait souvent comme ça. Hein. Exactement. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai une chaîne complètement disparate, c'est que elle me sert aussi d'espace de stockage pour des espaces d'édition qui sont pas YouTube. Mais dans ce cas, tu peux parler d'archives, ça sera plus chic. Mais ça, c'est pour te taquiner. Mais j'aime bien aussi le côté entrepôt. Tu vois, là, je mets ça là, tout ça. C'est ça, enfin, des archives. C'est des entrepôts. Ça rouille dans un coin. Mais le vidéopoème, il t'est venu comment? Parce que c'est des formes qui peuvent venir du cinéma expérimental, qui peuvent venir donc... alors, un des mots qui fonctionne bien, c'est vidéo-écriture, parce qu'une page Facebook, vidéo-écriture... Oui, je m'en souviens. Ça m'est venu en fait de 2 principales influences. Déjà la littérature en fait, tout simplement. Quand j'ai découvert la chaîne de Mylène Tournier, que j'ai tout de suite énormément aimé. Ça ne m'étonne pas du tout. Mylène, on t'embrasse. On t'aime comme un dinosaure. Donc il y a eu ça, et puis en fait il y avait sur le forum des poètes qui étaient aussi cinéastes et qui commençaient à faire des petits objets un peu expérimentaux qui n'appelaient pas vidéo-poésie, mais peu à peu il y avait du texte qui venait se superposer. Et tu avais l'habitude de voir ces objets un peu insolites? Ça commençait, c'était vraiment au tout début. Et mon premier vidéo-poème, qui est extrêmement mauvais, mais bon, il faut apprendre en bricolant, c'était un truc collaboratif où j'avais demandé aux poétesses du forum de m'envoyer toute une petite vidéo de leur visage où elles se traçaient une moustache. Non, mais ça, c'est super intéressant. C'est la barbe, ça. C'est un des groupes auxquels a participé Discofin, la barbe... je pense, je suppose. Alors, non, pas exactement. Même pas, en fait, j'étais pas consciemment. J'étais pas allée si loin. En fait, j'avais fait un montage où on les voyait se faire une moustache, puis s'enlever leur moustache à la fin. Donc, j'avais mis en retour avec un texte sur comment devenir poète, avec un texte très répétitif. Puis la conclusion, c'est quand même qu'on devenait poétesse. Et c'était juste une manière pour moi d'interroger mon propre parcours en tant que poétesse. Où longtemps j'avais essayé je me genrais au masculin dans mes poèmes, des choses comme ça, parce que ça faisait plus sérieux. Et j'avais discuté avec d'autres amies poétesses qui faisaient la même chose. Et donc j'avais envie de montrer ce petit itinéraire collectif là. Enfin, je sais pas pourquoi j'en parle aussi longtemps, parce qu'il est très mauvais, mais il était participatif. C'est participatif, ça c'est un geste... de poétesse, tu dis, mais j'ai envie de dire, de dire des gros mots d'autrice. Ensemble, j'aime beaucoup l'idée que tu as repris les mêmes en les mettant à l'envers. Parce que, non, mais ça montre que ce qu'on fait, c'est quand même du do it yourself, pas de moyens, et on est quand même astucieux, quoi, et surtout astucieuse. Voilà, et ça fait partie de notre... je trouve que ça fait vraiment partie de nos démarches artistiques, quoi. J'ai rien, mais j'y vais quand même, comment je me débrouille. Exactement, et en fait, dès le départ, j'étais complètement décomplexée avec ça parce que j'avais entendu les littératubeurs le dire. On fait du do it yourself, mais c'est pas grave, on bricole, et ça crée des trucs sympas. Et du coup, j'étais pas complexée par l'aspect webcam d'ordi pourri, enfin, c'était pas un souci. Et puis en fait, c'est des images qu'on connaît, parce que c'est aussi les images de quand tu discutes en vidéocam, avec un Messenger, un Skype, un truc, donc finalement... pourquoi pas discuter artistiquement, enfin, exactement. C'est cet ordre-là, mais non, je trouve que c'est hyper intéressant que ce soit une vidéo comme ça, ta première, tu vois, je l'ai ratée, je suis désolée, j'irai la voir, et donc ça, c'est un genre de manifeste en fait aussi.
Ouais, c'était un petit peu ça. En fait, c'est même plus complexe que ça parce on avait à l'époque un concours de poésie sur le forum et le thème c'était poétesse et c'était ma participation. Et à l'époque, ça avait créé tout un truc parce qu'en fait, et pourtant c'est pas si vieux, ça fait 2 ans je crois, il y avait plein de gens qui s'étaient pas rencontrés et qui connaissaient pas le visage des unes et Ah des oui, autres. bah oui, ça mène un truc en plus. Ouais. Et il y avait les pseudos qui étaient apparents. Alors à la fin, j'ai fait défiler tous les pseudos, mais je les ai pas rattachés au Ok. visage. Ah ouais, donc parce qu'en plus, oui, ben ça brise une forme de Mm. l'anonymat, une dimension de l'anonymat, Mm. le visage. Et ça a été discuté sur le fait de voir les visages. Alors discuter, j'irai pas jusqu'à parler de discussion artistique, hein, c'était plus une forme d'excitation un peu Ah oui, parce ragot. que... ok. Non, non, mais je comprends, parce que c'est... Ah oui, tiens, dis donc... Ah, je l'imaginais pas comme ça. Hein. Parce qu'on se fait une image personnage Oui, quand qui est souvent très liée à l'avatar. Mm. Tu veux développer ça sur l'avatar? Non, mais c'est hyper intéressant, parce que toi, en plus, t'as souvent le même avatar, Oui, qui est un genre de lithographie. oui, d'un artiste qui s'appelle Émile Nolte, et que j'ai depuis 2012, et je pense que je suis l'une des seules à avoir jamais fait bouger mon avatar depuis 2012. Non, mais ça, c'est un geste aussi. Oui, oui, c'est assez conscient. Les avatars, qu'est-ce que je pourrais dire sur les avatars? Bah, ouais, enfin, là, tu vois, je le regardais tout à l'heure et je me disais, oui, je vois une ressemblance et en même temps, c'est une gravure qui est expressionniste. Oui, c'est Die Brücke, le groupe d'expressionnistes allemands, pardon. Ouais. Des briques. Mais jamais c'est Je en ne suis allemand. pas germaniste. Mais c'était pour taquiner. Et donc avec un visage qui est stylisé, un homme derrière d'ailleurs. Hein, Oui. ça m'a interpellée Oui. en me disant, tiens, mais tu vois, parce qu'en plus, je me suis dit, mais ton avatar, je le connais quand même depuis super longtemps. Mais, enfin pas depuis 2012, mais quand même depuis plusieurs années. Et en fait, j'ai pas remarqué le mec derrière. Ah oui? Ouais, je voyais que j'ai envie de dire ton visage, alors que c'est pas le tien. Et que ça a été fait bien avant ta naissance. Et donc, et il y a comme une ressemblance, mais pas aussi un phénomène d'abstraction, tu vois, c'est-à-dire en n'ayant que des traits, Oui. on projette plus. Quoi. Oui, exactement. Et même l'homme qui est derrière pose la main sur le cou comme ça. Ouais, et ça m'a pas mal interpellée. Et ça, c'est un geste. Je me suis redit en me promenant dans la rue, là, il y a quelques jours, où j'ai vu un homme tenir sa copine, je suppose, comme ça. Mm. Et c'est vraiment de la digression, mais est-ce que c'est Guillaumin, dans un texte Nous sommes toutes filles de Vitrière, qui parle de l'absence des femmes dans les bibliographies savantes, mais aussi de la façon dont on marche dans la rue et dont les femmes doivent aller sur le trottoir pour laisser passer les hommes. Tu connais peut-être ce texte? Je le connais pas, mais je me souviens que tu en as déjà parlé. Je le relis régulièrement. Et elle dit, regardez, les positions les positions sociales, elles se voient. Regardez comme les hommes posent leurs mains sur le cou des femmes, comme pour les tenir en laisse, des fois qu'elles s'échappent. Donc en le voyant, j'ai direct pensé à ce texte. Je me suis dit, bon, je te l'enverrai. Ou je le mettrai en description aussi si j'y pense. Mais, et ouais, quand j'ai vu voilà, ce couple dans la rue il y a 2 jours, j'ai fait, oh, c'est vrai qu'on dirait une laisse. Mais après, je sais pas pourquoi tu as choisi cet avatar, et puis depuis 2012... En 2012, ça avait un sens qu'il y ait cet homme derrière, parce qu'il y avait... je me sentais peut-être un petit peu... Voilà, mais depuis, je l'ai simplement laissé parce qu'il s'est identifié à moi, tout simplement. Mais ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a une forme doctorialité qui se travaille déjà dans le temps. Oui, effectivement. Et c'est rigolo, parce que quand je vois cet avatar, je me vois. Beaucoup plus que quand je vois une photo de moi. Mais ça m'étonne même pas. C'est vraiment, ça ne m'étonne pas, ce phénomène de projection. Et ça, je sais que c'est moi. Ça va te faire bizarre le jour où tu vas le voir en vrai. Parce que voilà, on est dans la reproductibilité et l'œuvre d'art véritable, et c'est vraiment une possibilité. Quoi. Je sais même pas s'il Tu te feras prendre en photo avec. Devant, tu sais, en selfie. Je sais même pas où il est exposé. Tiens, j'ai pas eu la curiosité de chercher. On regardera. Ouais. Il doit être en Allemagne, ça. Probablement. On peut être surpris. Et donc, tu mets aux vidéopoèmes donc pour le stockage ou pour l'archive. Enfin, non, tu les mets à YouTube. Tu te mets à YouTube pour ça, pour stocker, archiver des vidéopoèmes qui sont destinés au forum. Oui. Et donc aux copines et aux copains. Exactement, ouais. Et donc même à un concours.
Et en même temps, tu finis par l'investir, cette chaîne YouTube. Oui, peu à peu, mais aujourd'hui, je ne saurais plus me souvenir à quel moment j'ai commencé à l'investir autrement, à me rendre compte en fait que des gens venaient d'ailleurs, que je connaissais pas, et que ça les intéressait, ce qui me paraissait aberrant. Mais tant mieux. Parce que ça te déporte quand même quelque chose, et tu as commencé à apparaître. Vraiment aussi en vidéo, alors, t'as des vidéos qui sont vraiment poétiques, vraiment des vidéos poèmes, t'as des vidéos qui, je pense qu'on va en reparler, mais qui présentent ce projet, notamment en Bibliothèque Babel, qui est assez récent, collaboratif, hyper ambitieux, hyper intéressant. Et t'as des vidéos de critiques littéraires aussi, et donc je suis pas la seule marginale. Et là, en même temps, je trouve que t'as quand même des façons de procéder, qui sont super différentes de ce que je fais, qui sont vraiment propres et que je trouve hyper intéressantes. Alors je sais pas si je pose des questions ou si là t'as envie de rebondir direct, mais non, vas-y. parce que alors il y a vraiment un truc qui est frappant sur ton Twitter comme sur ton YouTube, c'est les questions de visibilisation, de visibilité des femmes. Oui. Voilà. Et ton attachement à la littérature contemporaine. Oui, aussi. Là-dessus c'est assez hardcore. Mais t'es pas la seule autour de moi, mais je suis hyper impressionnée. Parce que moi, je suis très peu ce qui se publie. Hein. Envoyez-moi des services presse, ça vous donnera une chance, mais sinon... non, c'est un truc que j'arrive pas à... Et que je suis pas dedans. Je pense que ça vient aussi du forum, l'attachement contemporain. Oui, il y a deux choses. Il y a le forum par lequel j'ai découvert des écritures contemporaines, celles du forum d'abord, tout simplement. Mais aussi de fil en aiguille des formes d'écriture web, celles qu'on va retrouver chez Publi.net par exemple. Ouais. Et puis à un moment, je voulais faire de... Bon, j'ai abandonné ça pour l'instant, mais je voulais devenir éditrice. Donc je commençais à regarder toutes les petites structures indépendantes. Et puis je pense que j'ai développé à ce moment-là vraiment un intérêt pour... déjà pour les objets livres et pour toutes ces petites structures, leurs lignes éditoriales. Et ce qui change complètement la donne sur oui, mais le forum c'est immatériel, ah bah oui, mais ce qui m'intéresse, mais ça m'amène à m'intéresser à la matérialité du bouquin. Quoi. Ouais. Et ça, c'est aussi le parcours de François Bon. Oui. Pas ce parcours, c'est pas cette direction, mais ce sont des choses qu'on retrouve aussi là. Oui. Chez lui, plutôt que là. Mais effectivement, pour revenir un petit peu en arrière, je pense que ça vient au départ beaucoup du forum parce que j'étais lycéenne quand je suis arrivée là-bas. Au lycée, on étudie beaucoup de choses, mais pas de contemporain. Pas du tout même, en tout cas en ce qui me concerne. Et tout d'un coup, je vois des gens qui parlent de Bolaño, qui parlent de Pynchon, qui parlent de Spanbauer, enfin plein de noms comme ça dont j'avais jamais entendu parler. Et je suis allée voir en fait. Et... D'abord, c'était très peu de littérature contemporaine de langue française. C'était les Américains, les Sud-Américains. Mais de fil en aiguille, voilà, j'y suis arrivée comme ça. Ah, non, ça. Et puis là, tu te fais une culture contemporaine propre et non académique, qui n'est pas forcément antiscolaire, même s'il y a cette subversion aussi, et qui est possible, mais qui s'ancre quoi, dans la vie. C'est vrai que l'école a été desséchée par le programme. Oui. Et ça, c'est une grande tristesse. J'ai pas eu de contemporain dans le secondaire non plus, je crois pas. Alors il y a aussi des trucs qu'on oublie quand on a grandi. Oui, et des fois il y a des choses qui sont bien plus contemporaines mais qui en fait ne nous ont pas marqués, etc. Enfin, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'on peut avoir eu des profs bien meilleurs que nos souvenirs ne nous le laissent croire. Ouais. Il ne s'agit pas de défendre tout le monde. Mais... J'avais une œuvre de Quignard par contre quand j'étais en terminale. Ça, je viens de m'en souvenir, tous les matins du monde. Ah oui, ça c'était le programme du bac. Ouais, c'est ça. J'avais une... qui je donnais des cours. Donc, je m'en souviens de ce programme du bac. La fille de mon patron quand j'étais vendeuse. Et qui, elle, ne regarde pas la vidéo, je pense. Mais c'est... Et là, donc, tu commences à te dire, je veux être éditrice, donc je veux accompagner ces processus de création, parce que c'est quand même ça, être éditeur. Donc tu commences à regarder ce qu'est ce marché, ce qu'on appelle le marché du livre, mais qui est en fait, je sais pas, une pépinière. Ou... Non, le marché, c'est une métaphore capitaliste, quoi. Il peut y avoir d'autres métaphores. Ce qui se passe, comment ça se construit, c'est... Tout ça se met en place au fur et à mesure de tes études littéraires, en fait, aussi. Oui. J'allais tous les ans au Salon du Livre. J'avais des amis qui montaient des maisons d'édition aussi. Donc j'avais accès, en fait,
je pense que ça démystifie aussi beaucoup en fait le champ littéraire, d'avoir des amis éditeurs, de voir la fabrique du livre, comme c'est concret en fait, de choisir un papier, un grammage, une couleur. Et voilà, ça s'est fait petit à petit. Et puis sur le web, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt. Je pense à Guillaume Singal, qui est incroyable. Un autre marginal, littératubeur. Oui. Mais moi, j'ai découvert des tonnes et des tonnes d'écrivains grâce à lui, ultra contemporains, dont j'avais jamais entendu parler, d'art culturel. Guillaume, on te salue aussi. Complètement peu valorisé en France. Et là, ça va ressembler à une chanson des Berruriers, cette vidéo. et ouais, mais lui, en plus, il apporte beaucoup de nord-américains. Pas uniquement. Pas uniquement, il y a beaucoup de francophones non français en fait. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas de place, même à l'université en fait, ou très peu de place. Exactement. Je pense par exemple, il m'a fait découvrir une autrice mauricienne, pardon, Ananda Devi, de langue française. Enfin voilà, des choses comme ça que j'avais jamais vues en librairie. Et là, il faut les chercher. C'est un peu ce qu'essaie de faire, et d'ailleurs Guillaume Singal, il collabore, Ahmed Slama et d'autres autour de Littéralutte maintenant, mais avec une dimension très politique, comme le nom l'indique. Je fais partie de l'équipe de Ah ben voilà, je suis dedans. J'ai pas encore publié, ce sera pour la prochaine. Ok, bah tu vois, Clouk, j'ai bien senti quoi, je suis fière. Au bout d'un moment, quand on gravite dans ces sphères dans le web, en fait, on est tellement peu nombreux qu'on on se croise vite. Ouais, on se croise vite, et puis bon, là, voilà, on sait qu'il y a des intérêts qui sont quand même qui congruent, et que la question politique en littérature, elle est touchy, super touchy. Il y a des façons, on va dire, pas trop polémiques de la susciter, par exemple ce que tu fais sur Les Oubliés. Oui. Et ça entre en... Et même ça, c'est un petit peu polémique. Hein. Ah ouais, t'as des embêtements avec les Oubliés ? Oui, juste le fait de dire qu'il y a des autrices du passé, des 17e, 18e, 19e siècle, qu'on lit plus pour des raisons qui ne sont pas liées à la qualité des textes, mais à plein de facteurs contextuels et historiques, c'est polémique. Oui, le sexisme et le patriarcat, quoi. Voilà, oui. Un chat. Toi, tu... Moi, Voilà, on va le dire franchement, je vais renvoyer à ma vidéo à partir du livre d'Eliane Viennot. Je n'ai pas parlé de Martine Redd comme tu l'as fait, mais je l'ai lu pour le tome 1. Ouais, c'est édifiant, quoi. Ouais. Et donc c'est polémique, mais on t'a embêté sur Twitter, sur YouTube Parce que là, t'as fait des vidéos, tu fais des fils régulièrement sur des autrices. Oui. Un petit peu sur Twitter, après j'exagérerais si je disais que c'était fréquent et ultra violent, mais il y a quand même des littéraires que moi je connaissais pas parce que je les ai pas forcément rencontrés avec mon parcours, mes études, qui ont une idée très... une idée de la littérature, de la grande œuvre, du grand écrivain, de l'essence du texte, du génie, tous ces petits trucs modernistes. Ouais, exactement. C'est le sac de l'écrivain, quoi. Vraiment. Exactement. Donc je fais référence au livre de Paul Bénichou, comme ça on va l'expliciter, on l'invente pas, le sac de l'écrivain, nous on le subit en fait. Exactement. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment, et d'un point de vue politique, et du point de vue de toutes ces politiques numériques, j'ai envie de le dire au pluriel, l'écrivain pèse. Ah oui, la figure de l'écrivain. Mais c'est compliqué parce que même parler d'écrivains qui ne publient que sur le web, parfois avec des identités qui sont vraiment culture numérique, c'est-à-dire pseudo, avatar, démultiplication identitaire avec plein de comptes différents, c'est pas encore tout à fait... il y a des sphères dans lesquelles c'est pas du tout compris. Alors que Volodine fait ça avec ses hétéronymes. Oui, mais avec des livres, des objets livres. Donc, et puis il y a le modèle de Pessoa, donc peut-être que ça le rend un peu plus intelligible. Là, je connais mal Pessoa, je voudrais que tu nous expliques. Non, juste Pessoa. Enfin, que tu m'expliques à moi, ignorante. Mais... Je suis pas du tout spécialiste, mais il avait aussi de très nombreux hétéronymes, et donc il publiait. Et on s'était posé, un peu comme pour Volodine, la question de... une fois que...
par exemple, dans une librairie, est-ce qu'on classe tous ces livres à Pessoa ou est-ce qu'on les disperse Comme il les a écrits. Ouais, exactement. Bah ça, en ligne, la question de l'hétéronymat, c'est quelque chose. Alors là, j'ai commencé à lire un de tes articles qui prend en compte cette question, notamment autour donc, de Finamore. Oui. Et j'ai trouvé ça archi passionnant. Parce que donc, Finamore, c'est un projet collectif. Oui. Participatif, je dirais. Tu vas mieux l'expliquer que moi. Oui. Alors en fait, en 2018, 2 membres du forum ont créé un compte qui s'appelait Finamore, en majuscule. Et ils ont mis à disposition le mot de passe du compte. Et puis ils ont écrit une petite règle du jeu en disant, bah voilà, tout le monde peut se connecter avec Finamore et poster un poème d'amour ou d'amitié sur un seul fil. Ça se... Enfin, voilà, Et ça, on fait pas les mêmes choses, mais c'est la même chose. Ça s'est beaucoup chevauché d'ailleurs dans la manière dont ça a été approprié. Et il fallait que les poèmes ne soient ni explicitement adressés, ni explicitement signés. Qu'ils soient plutôt endossés par Finamore, qui devenait un espèce de personnage de Trobaïris. Donc les Trobaïris, c'est les troubadours femmes en fait. Et il y avait un petit avatar de petit enluminure médiéval. Alors est-ce que ça représentait une Trobaïris, un troubadour ou même pas, je pourrais pas le dire. Ça permettait d'avoir une petite projection. Exactement. Et du coup, pendant 2 ans, on a eu quelques centaines de poèmes différents, avec des périodes de très grosse activité. On se levait le matin et en fait, il y a 3 ou 4 poèmes qui étaient apparus pendant la nuit. Et c'était devenu un grand jeu parce qu'en fait, déjà au départ, en fait, on se demandait qui a écrit le poème et il l'a écrit pour qui. Et c'était forcément intra-forum. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Et peu à peu, c'est devenu un jeu un peu plus savant où on s'amusait en fait de l'idée d'adresse dans l'écriture et aussi de la manière dont on pouvait s'aimer au sein d'une communauté numérique. Et qu'est-ce que ça voulait dire s'aimer ? Et Finamore avait endossé en fait la réflexion collective sur les liens affectifs qui unissaient les écrivains sur le forum. Ouais, que parfois on appelle lien faible, mais ça se discute beaucoup, lien faible. Oui, oui. Et ça avec des façons, donc des régimes d'octorialité, comme on peut dire, très différents dans la façon de s'emparer du conte. Oui, parce que... alors, il y avait des petits jeux rigolos, ça je le dis dans l'article, avec l'écriture inclusive notamment. Parfois, Finamore parlait à la première personne, mais se genrait à l'inclusif. Donc ni féminin ni masculin, ou les deux. Enfin, et donc ça devenait un espèce d'énonciateur collectif, universel. C'est une fois. Ouais. Et d'autres fois, par contre, il y avait des petits indices dans le texte qui situaient un paysage et qui peut-être racontaient quelque chose d'une personne cachée derrière Finamore. Et il y avait des personnages aussi qui étaient créés, qui étaient repris d'un poème à l'autre, et des dialogues entre poèmes. Avec à un moment tout un petit dialogue sur la position d'énonciation lyrique avec un poète homme qui va parler à une muse et en faire un objet, puis la muse lui répondait dans le poème suivant, en reprenant toutes ces métaphores et en lui disant « mais c'est quoi ces métaphores pourries ?» Enfin, c'était super drôle, je me souviens plus exactement. Et puis ensuite il y avait le lecteur dans le poème. Ouais, donc ça se métallepsait, si je puis dire. Complètement. Et puis aussi dans les commentaires, il y avait des petites métalepses avec... ça aussi, j'en parle dans l'article, une membre qui dit j'ai croisé Finamore sur un banc dans le parc hier. Des petites choses comme ça qui étaient rigolotes. Et cette œuvre a été... Enfin, Finamore a été vandalisée il y a quelques mois ou un an, je sais plus. Ça, c'est horrible. Ouais. Quelqu'un est arrivé et puis a supprimé le compte. Donc il reste l'archive des poèmes, mais il ne peut plus vivre. Voilà. C'est proche de... Je crois que c'est Antonia Foglia, appelle l'articide. Exactement, oui, c'est... Aurélia Oui. Foglia. Oui, effectivement, je l'ai écouté en parler récemment, pendant le colloque sur les poétesses. Et bon, là, je sais pas s'il y a une... Enfin, parce que l'articide, c'est quand même très... Enfin, c'est pensé pour être assez proche du féminicide, puisqu'elle a été vraiment victime d'un truc... Enfin, voilà, d'un ex abominable, en colère, et qui a voulu lui faire vraiment du mal à elle, en tant qu'ex. Mais
Là, c'est un peu différent parce que c'était pas dans le cadre d'une Ouais. relation de domination. On n'a pas su qui était derrière cet acte exactement. On a des petits soupçons et puis c'est quelqu'un qui était hostile à la communauté, quoi. Donc, Et qui était quand même dedans. Enfin, voilà, c'est toujours ces oui, une choses un peu forme étranges. de vengeance et qui était efficace d'ailleurs, hein, Ouais, parce ça qu'on a marche. on a perdu la possibilité de continuer l'œuvre. Et Donc c'est... Ouais. Je déplore. Et ça, il y a eu un projet. Alors j'avoue que je n'ai pas pu y participer, c'est un peu compliqué cette année, mais qui s'appelle Bibliothèque Babel. Oui. Et là, je pense que tu as super envie d'en parler parce que je le vois à ton regard et que ça a vraiment été un gros truc. Alors je voyais juste je voyais les messages passer, je me suis dit, ça a l'air vraiment chouette. Je crois que j'en ai quand même retweeté un alors que je fais pas souvent ça, mais pour dire, bon, ça a l'air vraiment cool, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en fait c'était la deuxième fois qu'on s'est dit on va profiter de notre plateforme qui est géniale, où il y a une communauté installée pour faire un jeu littéraire. On l'avait fait l'année précédente mais c'était beaucoup moins abouti au niveau de la réflexion sur la forme que ça pouvait prendre et c'était autour de l'univers de Bolagno. Mais bon, je vais pas en parler. Ok. On va parler de Babel. Non, mais c'est bien de savoir qu'il y en a eu d'autres, que c'est un truc qui se maintient, qui se perfectionne, il y a des Et tentatives. qu'il y en aura probablement d'autres aussi, donc inscrivez-vous sur le forum si vous voulez. Mais je vais mettre plein de liens. D'accord. Alors en fait, l'idée c'était de reprendre la forme du RPG, donc roleplay, gaming, Ouais, quelque chose comme ça. jeu de rôle textuel en fait, parce qu'il existe des jeux de rôle IRL, mais aussi des jeux de rôle sur des forums. C'est-à-dire chaque membre incarne un personnage, il y a une règle du jeu et on va faire quelque chose ensemble qui va passer par l'écriture. C'est souvent dans des univers fantasy, mais là on est parti de la nouvelle de Borges, La bibliothèque de Babel. On a vraiment étudié la chose de près pour savoir à quoi ressemblaient les hexagones, combien il y avait de livres exactement dans chaque hexagone. Et puis on a écrit une petite porte d'entrée dans le jeu, qui était que, en fait, une rumeur s'était propagée dans toute la bibliothèque de Babel en 2021, qui était qu'on avait trouvé un coin où il y avait des hexagones avec des livres entièrement lisibles. Tandis que dans la nouvelle de Borges, en fait, comment expliquer ça ? Les livres sont toutes les combinaisons de caractères possibles, donc c'est très rare de tomber sur un livre où il y ait ne serait-ce qu'une seule phrase lisible. Et là, tout d'un coup, il y a tout un coin avec des livres lisibles, et personne ne sait pourquoi. Et donc, les bibliothécaires qui le voulaient affluaient vers la zone, et on leur attribuait un numéro d'hexagone. Et donc, il y avait à la fois une partie roleplay, ça a duré 6 semaines, je crois. Ouais. Ouais, un mois et demi, quoi. Un peu plus, en fait. Je sais plus exactement. Je sais pour avoir une idée. Une partie... Là, c'est pas un article, hein, ça va. Je peux bafouiller, tu peux être tranquille. être approximative. Donc la partie roleplay, il y avait des parties communes, notamment l'Hexagora, où on se retrouvait pour discuter, boire du thé, etc. Et un atelier d'écriture tous les dimanches soirs sur Discord. Donc là, on a exploité à fond tout ce qui existe en termes de réseaux sociaux. On a entendu les voix de personnes qu'on connaissait depuis des années sans connaître leur voix, notamment. Et une partie plus individuelle où en fait on avait notre hexagone qu'on matérialisait dans un topic, on pouvait faire ce qu'on voulait, découvrir les livres qu'on voulait en fait. Et ça c'était très... Moi j'avais une petite idée derrière la tête en fait, j'avais envie de découvrir des autrices oubliées. Et hop, ça se recroise. Mais il y a eu plein d'appropriations différentes. Et donc là, en fait, les gens présentaient des livres réels. Pas forcément, non. Et donc pas forcément. Non, mais tu vois, c'est... C'était des fictions de livres en fait plutôt. Un peu à la manière de Borges finalement. Ça me paraît plus logique. Ouais. Donc des quatrièmes de couverture, ou des descriptions en mode journal intime de quelqu'un qui viendrait de lire un livre. Enfin, il y a eu plein de manières différentes de parler de livres, parfois un par un, mais parfois en bloc. Par exemple, quelqu'un qui se rendait compte que tous les livres avaient la 10e page déchirée, enfin, je sais pas, des choses comme ça. Et finalement, il y a eu plein d'appropriations différentes, et peu à peu, le roleplay, c'était de découvrir ce qui s'était passé, quelle est cette zone, qu'est-ce qu'elle raconte de la bibliothèque, qu'est-ce qu'elle raconte de notre rôle en tant que bibliothécaire. Et ça, pour le coup, c'était très sympa parce que on était 3 organisateurs et on avait une petite idée derrière la tête au départ.
Et puis les membres ont joué et c'est devenu autre chose. Et ça, c'est génial. Ouais. Et c'est passé par l'écriture. Et on avait du coup les ateliers d'écriture qui nous permettaient de faire des explorations collectives des confins de la bibliothèque, des petites choses comme ça. Ou une fois, ça avait été raconter un rêve que vous avez fait sur les origines de Babel, enfin des choses comme ça. Et enfin voilà, et on essayait en même temps d'irriguer un petit peu le projet en donnant accès à une iconographie de toutes les représentations de la bibliothèque de Babel, à des textes de Borges, pour alimenter le truc. Voilà, c'était génial. Non, mais ça a l'air super, quoi. Bah, bon. C'était pas le bon moment pour moi, mais puis je voyais passer ça, moi, sur Twitter. Essentiellement, t'as une vidéo Bibliothèque de Babel, mais c'est pas ta voix. Non, c'est un des autres organisateurs. Ah, mais je veux dire, j'ai bien repéré. Mais ça mène en plus comme ça un côté transmédia, mélange réalité-fiction, et avec ce truc qui est quand même hyper important chez Tolkien, mais même en fait plus largement pour donner l'illusion d'un monde, c'est-à-dire que tu vas montrer, suggérer ce que tu peux voir quand tu arrives à l'horizon de ton monde, quoi. Oui. Et ça, ça ouvre l'imaginaire d'une façon dingue. Oui, et ce qui était génial aussi, en fait, c'est qu'il y a beaucoup des membres du forum d'écriture qui sont d'anciens rôlistes et qui ont découvert l'écriture par l'écriture de RPG. Et donc ils avaient les codes pour exactement. Ça. C'est très proche, oui, du jeu de rôle, quoi. Oui, oui, complètement. Et du coup, c'était une forme de retour aux sources, mais en même temps avec l'univers de Borges, la réflexion aussi sur ce que c'est la bibliothèque universelle, l'histoire littéraire, la matérialité des livres, enfin, toutes ces questions vertigineuses, quoi. Ça part. Et ça s'est arrêté vers janvier, j'ai l'impression. Un peu plus tard. Oui, non, on a fait ça en mars, je crois. Mars, tu vois, je suis vraiment pas oui, oui. Oui, je confirme. C'est marrant que je le situe en décembre. Alors que c'est... Peut-être que je me trompe. Non, c'est moi, mais après j'ai... Oui. Alors déjà, la fin de thèse, niveau temporalité, ça a été compliqué, mais alors depuis... Le confinement, tout ça, je suis dans un présent ultra resserré et c'est parfois compliqué. Donc, attends, qu'est-ce que je fais dans 2 semaines? Qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 semaines? Oui. Donc à plus forte raison des projets qu'on voit passer comme ça. Mais là, je me souviens du mois parce qu'en fait, il était question qu'il y a un confinement strict à ce moment-là qui n'a pas eu lieu. Et on avait lancé ça à ce moment-là en se disant, parce qu'en fait, à chaque confinement, il y a plein de nouveaux inscrits et plein de gens qui se resserrent sur la communauté parce qu'ils ont besoin d'une forme de sociabilité. On s'était dit, ce sera le moment. Mais ça l'a été quand même. Ça l'a été quand même. Non, mais de toute façon, on sait que le gouvernement ne fait rien pour les écrivains et les auteurs. Voilà, on le savait, on en a encore une confirmation. Voilà, ça n'arrête pas. Hein. Et abonnez-vous à Samantha Bailly. Et t'as une activité Twitter qui est quand même assez importante en même temps. Parce que là, sur Twitter, j'ai l'impression que t'es pas vulgarisatrice, je dirais que tu es passeuse. Oui, médiatrice, passeuse. Moi j'aurais dit médiatrice, mais passeuse, c'est... Ouais. Je trouvais plus jolie passeuse pour changer d'autrice, tu vois. T'as raison. Mais c'est une question de sonorité, là, c'est pas... Puis j'aime bien passeuse parce que c'est des termes qu'on a pas mal pour parler des transferts internationaux. Alors je parle pas de Western Union, là. Je parle de à quel moment on lit Goethe, quel Goethe, des trucs comme ça. Cette idée du transfert, elle a été théorisée notamment par Michel Espagne, qui est germaniste. Mais c'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Mais c'est parce que sur Twitter, tu fais plein de choses différentes qui reflètent évidemment qui tu es, ces différentes identités que tu as en ligne. Et je peux pas dire que ce soit des identités, mais c'est peut-être comme pour Finamore, ce sont des masques. Oui, Oui, pas forcément des identités, effectivement, c'est plutôt des manières différentes d'un réseau à l'autre d'investir une forme de voix, d'écriture aussi, parce que c'est très différent d'écrire un tweet pour l'accent, désolé, sur Twitter. Oui, et de tourner une vidéo, voilà, Mais ça, parce que Twitter, tu t'y mises assez vite, t'es quand même un compte qui est pas mal repéré.
T'es pas dans les très gros comptes de Twitter non plus, hein. Oui, non, mais de toute façon, avec la poésie... Voilà, mais dans les comptes littéraires, t'es quand même repérée. En fait, au départ, je suis arrivée sur Twitter parce que j'avais mon amie Oriane c'est Lomé sur Twitter. Okay. Et qui, elle, partage énormément de poésie. Oui. Elle partage énormément de poésie, notamment de la poésie écrite par des poétesses et d'art culturel peu traduite, qu'elle traduit elle-même d'ailleurs aussi. Et ça fonctionnait très bien pour elle et j'avais l'impression que l'algorithme de Twitter est fait d'une telle façon qu'on peut toucher très rapidement beaucoup de monde et apporter la poésie en fait. Enfin, voilà, créer de la visibilité pour des... Et créer du flux, enfin là je suis dans d'autres métaphores mais qui fonctionnent quand même bien avec les réseaux. Oui, bien sûr. Et qui, voilà, enfin ça fait que ça circule, et voilà, quand ça circule comme ça, des mots, des poèmes, et donc des amitiés, il y a des choses qui finissent par se passer, c'est beau et c'est intéressant. Oui. Et puis ça crée ce truc du flux aussi, un rapport à la lecture, parce que par exemple, je me suis rendu compte récemment que c'était très rare aujourd'hui que je lisais un recueil de poèmes. En fait, je lis des poèmes qui passent dans le flux comme ça sur Twitter. Et ça passe plus par la matérialité de ce qui va venir de la librairie, du marché de la poésie. Peut-être que tu vas quand même au marché de la poésie. De temps en temps. De temps en temps. Et puis quand le poème il devient vidéo, tu le lis pas en recueil. Et puis surtout, ça crée un rapport au poème en tant qu'objet un petit peu autonome, qui n'est pas pris dans une suite de poèmes, mais qui existe tout seul. Et ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que finalement, peut-être que le numérique, on va dire avec un mot super large, nous permet d'atteindre un absolu romantique. Mais Novalis se s'en serait pas remis, tu vois. Il y a un truc de ça, tu vois, l'objet fragment qui circule et qui donne cette espèce d'image d'une totalité qui peut contenir le vide, son trait d'esprit, et qui fait fragment vers un grand tout dont on n'a pas idée. Ça peut être le forum, qui peut être le site, qui peut être l'hypertexte, enfin le texte total de tous les hyperliens, enfin c'est ultra romantique en fait. C'est vrai. Je l'avais jamais vu comme ça, mais... Ah mais ça c'est l'allemand. Ça c'est le côté germaniste. Il remonte de temps en temps comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais il revient. Mais il y a... Tu vois, alors que Novalis il regardait quand même pas mal vers le Moyen-Âge, la fleur bleue, c'est sur un roman d'apprentissage qui se passe... je sais plus à quelle époque du Moyen-Âge d'ailleurs, de toute façon je l'ai pas fini donc ça. Mais c'est quoi, c'est Heinrich von Ofterdingen, Henri d'Ofterdingen. C'était mon mémoire d'allemand. C'est pas que je connais toute la littérature allemande. Mais je bossais sur le roman d'apprentissage et voyage en fait de formation. Avant de faire une thèse sur Renan, qui a fait plein de voyages. Mais c'est... Tu vois, il y a ce truc où ils ont été hyper modernes en regardant vers le passé, mais en cherchant quelque chose dans le passé, comme tu cherches les autrices oubliées, et qui va aller vers ces circulations. Et il faisait Cénacle aussi, enfin, tu vois, je parle vraiment de la fruit romantique, enfin le romantique de 1800, le romantisme, l'art romantique dans ce cas-là. Mais il y a ça, quoi. Et en même temps, ils n'étaient pas forcément toujours super heureux, ils se sont pas mal suicidés et tout. Enfin, vous avez l'air quand même vachement plus cool, quoi. Enfin, bien mis dans vos baskets et c'est chouette. Enfin, je dis pas que c'est pas facile tous les jours, enfin, c'est pas l'idée, mais j'ai l'impression quelque chose qui est même assez euphorique, tu vois, qui passe par le jeu et que ça, pour le coup, c'est pas ni postmoderne ni romantique, et que c'est un nouveau rapport au texte très Varda. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne image. Il y a un rapport pas ludique, mais plus DIY, enfin, t'en parleras mieux, je pense, mais... Je sais pas, parce que moi je le fais pas, mais fantaisiste, non, tu vois. Oui. Mais le j'ai fantaisie de mettre dans notre vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi. Je t'attendais pas à ce que je chante ça. C'est génial. Non, mais c'est l'histoire quand même c'est Bobby Lapointe, hein, l'histoire de cette fille et de sa mère qui vont voir la sortie du cinéma parce que, attention, et puis elle boit une limonade et elle meurt à cause de la limonade. Bon, revenir, c'est pas un bon exemple en fait. mais quelque chose comme ça. Souvent, quand on dit oh là là, Bobby Lapointe c'est poétique, Brassens c'est poétique, parce que des fois on va dire oui, mais parce qu'il porte un regard, bah, quand t'as dit ça, t'as rien dit en fait. Tu dis un truc, bien sûr, que Varda a un regard sur le monde, etc. Mais ce qu'ils vont faire,
Et là, pour le coup, j'escamote toutes les questions de genre, ou ce que fait Anne Sylvestre, voilà, comme ça c'est plus facile. Parce qu'on dit souvent de Brassens que c'est l'Anne Sylvestre en pantalon. Hein. C'est qu'ils vont réussir à avoir une espèce de reconfiguration du monde qui est très proche. Donc quand tu sens pas un truc complètement déstructuré, difficile, comme chez David Foster Wallace, comme dans La Maison aux feuilles de Danilewski. Bon, ça j'en parle parce que je les ai lus, mais voilà, des trucs comme ça. Voilà, et qui est léger en fait. Qui est léger, qui est pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de gravité, mais qui a un mode mineur, quoi. Et. Tout à fait. Et je sais pas. Non, mais tu vois, vous avez choisi des poèmes d'amour, quoi. Et c'est vachement beau. Oui, oui, mais... Vous auriez pu vous envoyer des lettres de corbeau, Hector Bell, ça aurait été vachement moins cool, quoi. Tu vois, genre, on s'envoie des lettres de menaces tous les matins, pendant 2 ans, enfin. Oui, mais il y a ce côté, et c'est pour ça que je trouvais la comparaison avec Varda vraiment chouette. Elle, quand elle filme, on a l'impression qu'elle ose tout, elle a pas peur, elle est touche à tout, et puis c'est rigolo, et puis si c'est raté, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce rapport-là. Ouais, parce qu'il faut quand même avouer que son film sur le cinéma est vraiment raté. Et j'adore Varda, hein, mais celui-là est vraiment raté, quoi. Même si c'est Piccoli et tout, enfin, et tout le monde, c'est... Ouais, il a pas très bonne réputation. Celui-là, il est super raté. Hein. Et je l'aime d'amour, hein, Varda, mais ça, bon, tout le monde le sait, parce que je crois que j'en parle dans une vidéo sur 2. Mais Varda, elle, c'est ça, c'est on n'a rien, on y va, et on y va, mais avec... Alors, quand elle a commencé, elle avait pas la culture, elle avait une culture de l'image hyper importante, elle était photographe... elle était passée, je crois, par les Beaux-Arts et par la philo, hein, donc c'est comme elle arrive à faire de la légèreté alors qu'elle vient de la philo, c'est quand même fou. Et non, parce qu'est-il de plus lourd qu'un philosophe? Les littéraires peuvent se permettre ce genre de choses. Et elle arrive avec la caméra, et bim, la pointe courte, et bim, Claude 5 à 7, etc. Alors, bon, là, c'est quand même des films qui restent, qui ont un truc artistique, mais elle s'inscrit pas exactement dans la nouvelle vague, elle s'inscrit pas dans le cinéma, elle n'a pas, hein. Ah, le cinéma est déjà là, et elle invente. Comme Lynch le fait ensuite, mais Lynch, il est impressionnant parce que c'est extrêmement abouti, mais Lynch, il veut faire des tableaux qui bougent. Et Varda, c'est ce qu'elle fait. Elle fait de la photo qui bouge pour ajouter le temps. C'est pour ça que Claude 5 à 7 a ce rapport temporel. Je fais un cours de cinéma, là, c'est peut-être pas du tout l'objet. Non, si, quoi. C'est génial, si c'est sur Varda, il n'y a pas de souci. Ouais, tu vois, il est juste là, le coffret. Ah oui. Mais le tout Varda. Mon Varda. Mais, et c'est, ce qui m'avait vraiment ultra marqué, c'était par exemple ces titres, quoi, ou les jeux de mots qu'elle peut faire en voix off. Déjà, elle fait des voix off, génial. Mais quand elle te fait murmure, quoi, enfin... Et le film est génial, c'est un film sur des fresques murales à Los Angeles. Elle a un visage village, c'est kitsch comme titre. Mais tu vois, c'est ce truc de... On renoue avec une forme de premier degré que l'ironie romantique nous a fait... j'ai l'impression... Alors, je ne suis pas la seule à le dire, David Foster Wallace le dit aussi, par exemple, et d'autres. Mais que l'ironie romantique nous a amené à une dissolution d'un rapport direct au monde. Et il est très dur de le retrouver, ce rapport-là. Et j'ai l'impression que tu y arrives, quoi. Avoir ce rapport très simple très simple, et c'est très compliqué à faire, en fait, parce qu'il faut beaucoup d'audace et pas mal de fois, en fait. Je me pose la question si c'est pas un truc des écritures web qui serait ancré dans le rapport à la publication. Parce qu'en fait, c'est pas grave de publier un poème sur Internet, c'est pas comme dans un recueil, il peut bouger. On peut l'enlever le lendemain, il y a une forme de légèreté aussi. Bon, il y a la culture geek, mais il y a aussi cette légèreté-là de la publication. En même temps, Internet n'oublie pas. Hein. Alors bon, je pense que les poèmes, t'as moins de gens qui vont screener tes poèmes que tes photos de fesses. Voilà. Ça arrive. Ça arrive parce que tes poèmes. Pas forcément les miens, mais je sais que ça arrive parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont la suppression facile. Donc on va garder. Donc il y a des pratiques parfois de... Et puis il y a le time back machine d'archives, enfin des trucs qui permettent... par exemple, le forum n'est pas... Il est pas dedans. Il est... Ah oui, mais il est fermé. Mais comme il est fermé, ils peuvent pas. C'est seulement les parties qui sont ouvertes à tous et c'est pas les parties... Et en fait, je disais ça parce que tu parles de Foster Wallace, mais il y a aussi toute la génération de jeunes écrivains américains, new-yorkais de l'alt-lit, qui sont aussi dans une forme de premier degré. Enfin, eux, ils appellent ça la New Sincerity. Je connais pas du tout. Tu connais pas? Non. C'est les écrivains réunis autour de Taolin dans les années 2010, et en fait, ils prenaient une forme de premier degré absolu dans l'écriture.
Et en fait, il y a un des anciens administrateurs du forum qui a créé une petite maison d'édition qui s'appelle Premier Degré pour traduire les textes de cette génération-là d'écrivains. Et il adore par ailleurs Foster Wallace. Lui, c'est celui qui a été au second degré suprême et qui en souffrait complètement et qui voyait tout le problème et qui n'arrivait pas à en sortir. Quoi. C'est ça. L'éditeur, ce qu'il dit ensuite à propos des textes du coup, qui viennent après, ceux de la Lilith, c'est que c'est une forme de premier degré, mais 1,99. Ouais. Mais c'est ce que j'explique à mes étudiants, la journée internationale du premier degré, personne ne sait si c'est une blague ou pas. Quoi. Je savais même pas que ça existait. Si, ça existe. Mais voilà, tu vois, est-ce que c'est réellement au premier degré ? Mais c'est un problème. Alors c'est pas le même problème que la fake news, est-ce que l'info elle est fiable ou pas, et en même temps c'est pas si loin. Parce que tu sais bien qu'Umberto Eco nous disait que le fascisme ça n'est pas de croire un truc faux, mais de ne plus savoir ce que tu peux croire. Ou quoi croire. Mais je crois que c'est Arendt aussi a dû dire des trucs comme ça, mais Umberto Eco est plus... fait moins France Culture. Et encore. Mais et ça amène vraiment une coupure avec le monde, cette question de l'ironie. Oui. L'ironie, c'est le négateur dans le théâtre antique. Et en même temps, la culture web, c'est aussi une culture du remix, de la parodie, en fait, du petit pas de côté qui est hyper ironique, aussi, par bien des aspects. Mais quand ça, c'est figure de montage, de recomposition, ça, c'est ultra postmoderne, quoi. Et ça, finalement, ces questions d'ironie, elles sont discutées sur ce forum, elles sont discutées dans ta thèse. Toi, tu t'en empares peut-être ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça veut dire que peut-être que le fait d'avoir une communauté qui, dans les faits, est fermée, même si elle est accueillante, vous met peut-être aussi à l'abri. Oui, je pense à l'abri et en même temps à l'écart. C'est-à-dire que c'est réversible. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature contemporaine ou même au reste de la littérature web, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de ponts à faire mais qui n'étaient pas faits parce que il y a un effet cocon du forum. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de me forcer à investir d'autres espaces de publication. Oui. Pour me dire, faut pas tout le temps, c'est confortable, mais... Ouais, mais ça, je comprends. Pardon, je comprenais le reste aussi, mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te faire des espèces de tournures restrictives en disant genre ça je comprends, ça j'aime, mais en fait non, tout le reste aussi quoi. Je vais pas remarqué. Non, c'est au contraire, faut embrasser toutes les compréhensions et tout ce qui se passe, mais parce que bon, sur Twitter, t'es suivi par des gens, t'es peut-être suivi, j'imagine, par des gens du forum, mais tu suis beaucoup plus largement. Oui. Et là, t'es donc une figure de passeuse, des autrices oubliées. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de liens avec le deuxième texte, le deuxième texte régulièrement, tu vois, il y a eu des choses. Ah oui, un peu, oui, effectivement. Parce que c'est aussi un compte que je suis pour ça, et puis que je dois beaucoup décevoir parce que le jeu la lit, je le fais pas bien. Enfin, ah non, mais en plus, je devais faire Luis Collet, tu vois, donc c'est vraiment un ratage. Moi aussi, j'avais complètement raté la première fois que j'avais tenté Je la lis, donc... Alors c'est super quoi. Oui. Et Je la lis, ça vient un peu du mouvement lancé par Françoise Cahin autour des programmes de bac et que c'est un truc hyper important, mais qui, voilà, là ça fait des mondes qui se rencontrent. Oui. Autour de cette question donc, des autrices oubliées et d'aller chercher de nouvelles littératures qui ne soient pas finalement endommagées ou usées, j'ai même envie de dire usées parce que trop lues par ce sacre de l'auteur. Oui, effectivement. Et on salue aussi Françoise Cahin. Que de salutations. Salut à toi. mais non, mais c'est vachement important aussi comme oui, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là sur Twitter qui... Enfin, moi, Françoise Cahin, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était au moment de la pétition pour le bac. Pareil. Et j'étais émerveillée. Et du coup, j'ai commencé à suivre son activité. Et quand on a pu commencer à parler sur Twitter, j'étais super intimidée. Alors qu'elle est super sympa et accessible. Et du coup, j'ai découvert sur Twitter tous ces profs, toutes ces profs, beaucoup de femmes, mais aussi quelques hommes, qui militent... Il y en a des courageux. Qui militent vraiment en faveur de l'inclusion des autrices dans les programmes, et dans l'enseignement. Ouais, pour permettre une diversité qui n'est pas juste un slogan, quoi, mais qui va donner à faire sentir du texte, quoi. Et ça, c'est... Parce que c'est pas que Balzac, c'est pas bien. Voilà.
Mais c'est que si on reste à Balzac, on reste dans les années du 19e, quoi. Hein, et donc et pour aérer la maison, enfin, Oui, mais quand on aère la maison, on jette pas les meubles. effectivement, oui. Mais d'ailleurs, je me souviens, j'ai pas été prof longtemps dans ma vie, mais je l'ai été quand même 2 ans. Et j'ai essayé de m'amuser comme ça en concevant des groupements de textes. On avait du très classique, très canonique, et des textes très différents. Et notamment pour des 6e, j'avais fait quelque chose autour du métier de poète, donc des textes où des poètes parlaient de leur métier. On vous envoie l'eau, quoi, directement, sans les 100 fois, non? Même pas. Bah, ah, mais moi, je des suis petits 6e, hein. académique. Ouais, non, là, c'est un peu dur. Je suis restée sur des textes faciles. Et pas que des poèmes, en fait. Il y avait aussi une lettre d'Apollinaire. Et il y avait un poème d'une poétesse contemporaine qui s'appelle Eva Lipska, qui est polonaise, qui décrit un poète devant son ordinateur. Ah, génial. Et bah, c'était génial, en fait, pour les petits 6e, de savoir qu'un poète, ça écrivait sur un ordinateur aussi. Oui, parce que quand t'es petit, tu te dis, si j'ai pas une plume de doigt, je peux pas m'y mettre, quoi. Exactement. Ah ouais, toi, sur mes premiers textes, je voulais écrire des romans policiers. Mm. Ouais, je voulais absolument être détective, écrire des romans policiers. Ouais. Ah bah, je suis chercheuse. Hein. Mais t'en parlais, effectivement, dans certaines vidéos de ça. Ben, j'en parle notamment dans la vidéo qui a été tournée quand j'étais en CM1. Et je suis passée à la télé en CM1 et puis je raconte ça. Mais je dis, voilà. C'est génial. Et je dis, bon, plus tard, je vais écrire des romans policiers. Donc cette archive existe. Cette archive existe. Et d'ailleurs, elle va être numérisée dans une... Parce que nous, on a filmé l'écran chez Mamie. Mais mon père est en train de numériser nos VHS et on va la numériser. Mais en fait, j'ai essayé d'écrire des polars. Bon, c'était quand même vachement dur. Mais je commençais toujours avec des noms américains, quoi. Tu vois, ce que tu disais sur le jeu, je l'avais déjà, alors, sur le genre, mais je ne l'ai pas senti tout de suite sur le genre, parce que j'étais longue à la détente sur ces questions. Enfin, par rapport à mes lectures, j'étais longue à la détente, parce que, voilà, ça, je l'avais dit dans une vidéo, j'ai quand même lu en 3e, le 2e sexe. C'est super bizarre de ne pas être devenu super radical super vite, voilà, mais parce que faut intégrer, quoi. Oui, moi c'est pareil, c'est assez récent finalement que le déclic se soit fait. Et puis ensuite c'est des déclics successifs, mais parfois la rencontre avec un texte se fait pas. Mais on parlait d'une société tout à l'heure de Virginia Woolf, où... voilà, mais c'est peut-être pas... Oui, que j'avais fait un exposé là-dessus en prépa, donc il y a un petit moment maintenant, mais j'avais pas perçu la charge féministe qui est hyper violente dans une société. Pour moi, c'est un genre de scum ampli-poli, mais c'est un scum. Hein. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je pense pas que le ou la prof que tu as eu l'ait mis en avant non plus dans la correction, quoi. Enfin... Je me souviens pas du tout. Après, les souvenirs lointains. Oui. J'ai jamais eu, j'ai plutôt eu des interdictions de féminisme, mais on disait même pas le mot, mais je me souviens d'un cours où on m'a expliqué que non, Tess Iberville, c'était pas un viol puisqu'elle dormait. Prépa grecque. 2011. Bon, il y a un moment, voilà, on se souvient d'un monde qui... Alors que Polanski, quand il adapte Tess, il montre très bien que c'est un viol. Mais parce que Polanski, c'est très bien ce qu'est un viol, et c'est en ça qu'il est intéressant. D'un point de vue cinématographique. Mais c'est... Voilà, tu vois, enfin, il y a un moment où on a un truc, on a des œillères sur pas mal de choses, et pas seulement sur le fait que le programme soit contemporain ou pas. Mais pour être capable de prendre les textes réellement au sérieux et d'entendre ce qu'ils disent. Et c'est intéressant ces œillères-là, parce qu'au lycée, je n'ai jamais étudié une seule autrice, même pas un poème écrit par une femme. Et je m'en suis pas rendu compte, alors même qu'à ce moment-là, j'écrivais de la poésie en me genrant en masculin, comme je disais tout à l'heure. Mais bien sûr que ça a une influence sur nous et dans mais je m'étais pas rendu compte. J'avais des textes dégenrés jusqu'au master au moins. Quasi. Et j'ai des passages de journal. Après, j'étais pas capable de faire texte, tu vois, un truc comme ça, ambitieux. Une fois que j'ai passé mon CM1, ça a été dur. Mais mais tu vois, même ça, ouais. L'audace que j'avais en CM1, l'arrogance que j'avais en CM1, il faut que j'ai plus de 30 ans pour la retrouver. Et quand je dis arrogance, c'est pas parce que j'ai envie d'être détestable ou quoi, mais d'être capable de dire ouais, non, moi je l'ai fait, tu vois, ce truc-là. Parce que la fabrique des petites filles le montre, et le deuxième sexe le montre, etc. On est vraiment neutralisé à ce niveau-là. Oui, complètement. Il faut des années ensuite pour retrouver. D'ailleurs,
c'était une réflexion que je m'étais faite. J'en discutais, je crois, avec mon directeur de thèse, non, peut-être pas avec lui, sur la facilité qu'avaient les gens sur le forum à se dire poète ou poétesse, alors que ça paraît... souvent, les écrivains numériques, peut y avoir un rapport un peu plus compliqué aux dénominations d'écrivains. Et en fait, j'ai l'impression que sur le forum, il y a un petit côté militant. Se dire poétesse, c'est dire bah, je suis digne. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais... Non, mais c'est construire une légitimité. Exactement. Et c'est hyper important. Mm. C'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Enfin, moi, je ne dis pas que je suis un vecteur de légitimation, mais je pense que c'est hyper important de faire connaître tout ça. Mm. Et le fait de le travailler de façon académique maintenant fait partie de ce processus de légitimation. Oui, ça j'en ai tout à fait conscience. Alors que Renan, pour le coup, n'est pas un amour de jeunesse. Et il est déjà légitime. Les vrais amours sont toujours illégitimes. Parce que c'est à quelle époque que t'es tombée sur Renan ? Pour la thèse, c'est vraiment un sujet qui a été mis en place pour rejoindre un groupe de recherche. Et mon premier sujet de thèse, c'était donc les voyages de formation. Je ferai des vidéos, je pense, la prépa, la Greg, comment je suis arrivée en thèse. Mais elles vont pas forcément être faciles. Et là, j'ai réussi à changer de sujet de thèse quasi du jour au lendemain. Je m'étais pas inscrite dans la première thèse, mais vraiment c'était en place depuis 3 ans. Quoi. Et fuite. Non. Mais l'amusant est que je descendais tous les matins à la rue Ernest Renan, une clope au bec quand j'étais en prépa, sans savoir qui c'était, ça, en toute innocence. Mais voilà, ça c'est... Ce sont des hasards comme ça qui arrivent, alors que maintenant je sais que je suis hyper identifiée en tant que renanienne, genre quand on pense à Renan maintenant, en tout cas les gens qui sont abonnés à la chaîne, c'est sûr que quand ils entendent parler de Renan, ils pensent à moi. Des gens m'envoient des photos de plaques de rue Renan, enfin c'est hyper rigolo, mais c'est pas... on a essayé de me psychanalyser de façon sauvage au fait que je faisais une thèse sur Renan. Et j'ai surtout fait une thèse sur les rapports entre sciences nat et littérature. Et Renan marchait bien pour faire ça. D'accord. Et la nature, ça c'est un sujet qui va rester. Mais Renan reste. Oui. Voilà. Après, Renan est une vraie découverte. Et est-ce que travailler ta thèse sur ce forum, ça change ton regard sur le forum ? J'imagine que oui, c'est obligatoire. Oui, effectivement, mais ça le change en fait à plusieurs niveaux. Parce que déjà, la communauté sait que je fais une thèse sur ce forum. Donc ça change les interactions ? Oui. Les gens ont peur que tu les éifies ? Alors c'est très ambivalent comme rapport pour le coup. Il y a un rapport, les gens sont plutôt contents en fait qu'on commente leurs textes et qu'on en dise. Donc il y a ce côté-là. Ah mais si t'en oublies un, ils vont être vexés. Ah mais ça j'ai toujours peur. Quand je prépare une communication, je me dis mince, j'ai pas cité tel truc. Ouais. Mais bon, de toute façon c'est pas possible de citer. Ouais. Donc il y a ce côté-là qui est quand même très massivement dominant, où les gens sont plutôt contents. Il y a le côté discussion, c'est-à-dire que j'essaye de pas trop me placer en surplomb, même si ma position institutionnelle forcément fait que. On a redébattu parfois de mes communications, de mes articles, les gens n'étaient pas forcément d'accord, donc on en a rediscuté. Et il y a quelques personnes qui sont pas contentes, mais je demande toujours la permission avant de citer. Ce qui va pas de soi, hein. Ça c'est un nouveau rapport de la recherche aux objets d'étude. Oui. Mais ça c'est un truc qui est vraiment générationnel. Ça, on est dans un nouveau monde. Ça, c'est... Alors Renan, je lui ai rien demandé. je cite. Mais c'est mais pour le coup, donc il y a des gens qui... Toi, tu ne te sentirais pas de citer quelqu'un sans son accord, non. Et ça pose vraiment des questions parce qu'il y a des gens qui sont plus là sur le forum. Je veux dire, il a 15 ans, 16 ans, je crois, aujourd'hui, d'âge, le forum. Donc nécessairement, il y a des membres qui sont partis, qui sont plus revenus, donc j'ai perdu la trace. Ouais. Oui, et puis qui ont pu décéder, faire complètement autre chose. Aussi. La vie, elle est faite de ça. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que je me sentirais pas autorisée à citer des personnes. Parce que le forum, il est fermé, tu penses ? Oui, parce que l'idée, quand on publie ici, on publie dans un espace restreint et protégé. Ouais, donc le transporter ailleurs, oui, c'est vrai que ça pose vraiment des questions éthiques importantes. Autant quand on publie sur YouTube, on sait que c'est visible par tout le monde. Et il y a un côté aussi sur YouTube, quand on parle des identités numériques, c'est les identités phares. Donc une centralité qui se diffuse vers plein de gens. Sur un forum, c'est très différent. C'est des foyers d'autorité multisitués, quoi, plutôt.
Enfin, je me suis perdue, mais juste pour dire que j'aurais l'impression de transgresser la manière dont les gens ont conçu la publication. Il y a un pacte de publication finalement sur le forum. Exactement. Et là, ouais. Ah ouais, ça j'y ai pas pensé, tu vois. Sur le côté, sur le fait que c'est un forum fermé. Alors que je pense que ce serait beaucoup plus simple finalement pour un chercheur qui n'appartiendrait pas à la communauté. Parce qu'il viendrait, il prendrait... Enfin, peut-être que ça ferait râler les gens quand ils verraient la thèse publiée, j'en sais rien. Mais moi je les connais, donc je peux pas leur faire ça. Non, bah non, là t'es prise dans des fidélités qui sont importantes et qui sont importantes et en tant que chercheuse et en tant que toi, quoi. Enfin, évidemment, et pour eux et elles. Et elles. Donc c'est... Ah. Et bon, bah, face à un refus, bah t'as un refus, quoi, donc tu fais pas. Oui, c'est jamais arrivé par contre. Mais je dis à chaque fois que c'est possible et que c'est pas grave. J'espère que c'est perçu comme ça, mais voilà. Et donc... mince, qu'est-ce que j'allais dire ? Non, mais le fait de faire donc cette thèse change des choses, quoi. Oui, il change des choses. Et le côté sympa, par contre, c'est vraiment d'avoir un public pour mes recherches, en fait. Parce que parfois, la recherche, quand on est doctorant dans des petits champs d'études tout restreints... Là, on n'est pas lu. Non, ça je confirme, on est très peu lu. Et encore, les Renaniens, on est un groupe actif. Oui, j'avais l'impression, après ce que tu disais... On est quand même une société savante qui bouge. Et bah, enfin, je vois que des sociétés savantes qui bougent parce que j'ai des responsabilités de com dans des groupements de sociétés savantes, 19e. Mais, et là, je vois des sociétés qui bougent puisqu'elles sont là, par définition. Et non, on fait quand même partie de voilà, on a une pub annuelle, etc. Et effectivement, ouais, mais après, même quand on publie dans la revue des études renaniennes, ça ne veut pas dire qu'après on se met des grandes claques dans le dos, quoi. Enfin, tu vois, les rapports sont plus feutrés. Oui, bien sûr. Mais si ça... Je sais que mon nom circule sur ça, que je suis identifiée, donc il y a des choses qui fonctionnent quand même. Mais bah, c'est tellement académique, en fait, et il a été tellement central au 19e que ça change aussi des choses par rapport à un sujet qui est marginal, numérique, un forum, enfin parce que dans le numérique, c'est marginal le forum. Oui, même au sein du champ de la littérature numérique, étudier un forum ne va pas de soi non plus, même si forcément c'est un champ qui est ouvert, puisque c'est du contemporain, c'est des objets peu légitimés, mais malgré tout, ça reste marginal. Et en fait, le fait d'avoir un public pour ces recherches et d'avoir l'impression que... pas qu'elles servent à quelque chose, ça veut rien dire, mais qu'elles vont apporter de la compréhension, Qu'elles sont adressées. Oui, c'est ça. Il y a une forme d'adresse aussi dans la recherche, et qui est... comment dire ? Enfin, qui, moi, m'apporte beaucoup, en tout cas. Et par exemple, c'était sympa, là, le dernier colloque auquel j'ai participé sur qu'est-ce qu'une femme poète, bah, c'était en ligne, du fait du contexte, et puis j'avais passé le lien, et puis j'ai eu le débrief juste après avec les poétesses du forum. Et c'était super émouvant, en fait, d'avoir tout de suite le retour des personnes dont j'avais étudié les textes. Et elles étaient contentes. Oui. C'est trop cool. Bravo. Bravo à vous toutes. Je te propose qu'on en reste là. Ok. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Pour la soutenance.